On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle d'entente interterritoriale avec les ATM au niveau touristique parce qu'on vient de lancer la véloroute gourmande entre Montréal et Sherbrooke, en passant bien sûr par Saint-Jean. Mais d'abord, parlons de coiffure et parlons d'une acquisition importante du salon Espace K. C'est rare qu'on entend ce genre de nouvelles dans l'industrie de la coiffure. Et pourtant, c'est le cas. Une acquisition importante, c'est-à-dire que le salon Espace K, qui est bien connu ici à Saint-Jean-sur-Richelieu, vient de se porter acquéreur du salon Guylaine Martel à Saint-Hilaire. Pour en parler avec nous, Alexandre Sénécal, bonjour et bienvenue. Bonjour, ça me fait vraiment plaisir d'être ici aujourd'hui. Le salon Espace K existe depuis combien de temps? Espace K, en fait, a été fondé en 2013 par Élise Cabana et avec un autre partenaire à ce moment-là. Et je me suis joint à son équipe là, en 2018. Donc, on est dans notre 10e année. Bon. À l'an 1, 2, 3, ça ressemblait à quoi comme entreprise? Ça ne ressemblait pas à ce que ça ressemble aujourd'hui, dans le sens où c'était un petit salon, donc il était 5 au départ, puis là, on a agrandi. Puis aujourd'hui, on en a fait une boutique en ligne et tout ça. Donc, dans les premières années, c'était un petit local, puis avec il était 5 coiffeurs, dont les propriétaires qui étaient là à ce moment-là. Qu'est-ce qui fait que cette entreprise-là s'est grossie avec le temps, a connu de la croissance, du développement, des nouveaux projets? Qu'est-ce qui explique ça? Je crois que dans l'industrie de la coiffure, on ne se cachera pas, il y en a beaucoup des salons de coiffure dans l'univers. Ce qui se démarque, je crois, c'est la marque. Dans le fond, nous, on est vraiment avec Kerastase et L'Oréal Professionnel. Ouais. Je crois que c'est quelque chose qui vient vraiment se démarquer là, dans l'industrie. Puis d'être toujours avant-garde, je pense que, puis d'être très présent sur les médias sociaux. Donc, il y a chez vous un élément distinctif, c'est ce que je comprends? Absolument. Dans le fond, on est Espace K pour Kerastase. C'est vraiment la marque, là, notre prestige, notre marque numéro 1. Et puis, on va surtout aller se perfectionner aussi dans l'expérience client, je crois, de nos jours. C'est ce qu'on vient chercher. Qu'est-ce qu'elle représente, cette marque, au juste? Mais la différence et puis la qualité, la technologie derrière chaque formule adaptée pour un besoin en particulier chez le consommateur. Et quelle est disons, la gamme de produits qu'on va retrouver dans cette marque? La gamme de produits, qu'est-ce que vous voulez dire exactement? C'est quoi les produits qui sont offerts sous cette marque? Disons? Parce que dans le fond, nous, l'expérience commence, oui, effectivement, dans le salon. T'sais, on a comme but d'offrir un service, mais de faire vivre l'expérience. Donc, chaque gamme est reliée à un besoin spécifique. On a un cheveu frisé, on est en perte de cheveux. On a un cheveu qui a été sensibilisé suite à des techniques qu'on a mal pris dans le passé ou peu importe. On va vraiment cibler le besoin, puis c'est très, très efficace. C'est des produits ultra concentrés, un petit peu plus haut de gamme, mais qui vient fonctionner honnêtement. Puis la durée des produits sont très fructueux aussi. Bon, et ça correspond, je présume, à une demande de la clientèle. Donc, il y a le cas typique de quelqu'un ou un homme ou une femme qui va au salon de coiffure se faire couper les cheveux ou avoir une coiffure particulière, et une autre partie de la clientèle qui souhaite expérimenter autre chose, qui a d'autres besoins? Bien oui, de nos jours, en fait, c'est on a le self-care, prendre soin de soi-même. Tu sais, je veux dire, à la maison, il faut avoir une bonne routine capillaire pour représenter vraiment là, la qualité du cheveu. Puis la coloration, tu sais, un salon de coiffure doit se démarquer en quelque chose. Donc, chez nous, chez Espace K à Saint-Jean, là, on est vraiment un salon de coloration à son maximum. Autant dans les techniques de balayage, de baby light, toutes les techniques, on veut toujours être les premiers à avoir la nouveauté. Je crois qu'il faut vraiment être vraiment avant-garde avec ça. Puis c'est de là où la qualité des produits vient vraiment jouer en ligne de compte pour avoir une belle routine à la maison aussi. Bon, est-ce que parfois vous rescapez des clients qui ont essayé toutes sortes d'affaires? Oui, surtout avec le retour là, de ce qu'on a vécu dernièrement. C'est sûr qu'on en a vu, mais tout se corrige. C'est juste d'être toujours prudent avec les techniques qu'on utilise. Ça me fait sourire, mais il y a quelques années, je faisais faire de la céramique à la maison. Oui. Et le type qui est venu poser la céramique me disait, il dit 50 de ma clientèle, ce sont des gens qui ont commencé le projet eux-mêmes. Puis là, finalement... Puis ça a comme pas trop marché, fait que finalement, ils ont appelé des professionnels pour finir la job. On vit la même chose. On m'appelle Robert au salon parce que j'essaie toujours de faire de la construction, finalement. Mais c'est un peu ça. Donc, surtout dans les 2 dernières années où là, les gens pouvaient plus ou moins fréquenter, il y a eu des périodes de fermeture. Absolument. Donc là, les gens se sont auto-proclamés coiffeurs et coiffeuses avec ce que ça donne comme résultat. Nous, vous voyez, la fermeture des salons, on s'est reviré de bord assez rapidement dans le sens où on n'avait pas de boutique en ligne. Et la boutique en ligne s'est rendue un 2e commerce pour nous. À ce point-là? Ah oui, honnêtement. C'est beaucoup de temps, beaucoup d'investissement de temps et d'énergie
Mais maintenant, vous voyez, on vient de finir l'agrandissement de notre boutique et on a vraiment une boutique qui sont 3 à temps plein. Là, Et qu'est-ce que vous vendez en ligne, dans le fond? Les produits capillaires. Que les gens utilisent eux-mêmes à la maison. Exactement. Dans le fond, on est vraiment un distributeur pour la marque Kerastase, L'Oréal, tous les outils chauffants et tout ça. Fait qu'on on distribue, puis maintenant, de recevoir son paquet à la maison dans le confort de chez soi. Ce qui fait que pour vous, pendant la pandémie, au-delà des périodes de fermeture imposées, vous avez pu développer ce volet-là de boutique en ligne. Absolument. On n'aurait pas pu se permettre... c'est vraiment beaucoup d'investissement de temps et d'énergie. On n'aurait pas pris de temps, là, on l'a pris. Bon. Et là arrive maintenant cette acquisition d'un salon, le salon Guylaine Martel à Saint-Hilaire. Donc, expliquez-nous un peu la genèse de tout ça. Qu'est-ce qui fait que le salon Espace K décide de se grossir par acquisition et d'y aller d'une nouvelle entreprise? Bien, en fait, nous, on a la chance d'avoir Jason Williams, qui est notre directeur artistique pour les 2 salons maintenant, qui travaille déjà chez Espace K, qui est un artiste connu à travers l'industrie. Guylaine Martel, pour nous, c'est une inspiration. C'est un salon de coiffeur de prestige. C'est une grande dame qui a réussi des multiples concours. Elle a gagné tous les concours. Et elle a une grande équipe qui sont là, bâtie depuis plus de 20 ans. Puis ce salon-là, au pied de la montagne, là, pour vrai, moi, il m'a toujours fait triper, toujours vraiment interpellé. L'équipe, qui est vraiment une expertise pour moi, qui est inexplicable. Puis à ce moment-là, on jasait à un moment donné, parce qu'on la fréquente de temps en temps, puis elle a dit... Bien, vous êtes vraiment le type que j'aurais envie de m'inspirer, puis j'ai pas envie de laisser mon salon à n'importe qui, on peut dire. Là. Alors, bien, on a plusieurs rencontres, et puis et maintenant, on va de l'avant avec ça. Puis, ils ont déjà les marques que nous, on utilise déjà. Fait que pour nous, ça, c'est bien, mais c'était vraiment de pouvoir prendre la relève de 22 employés là-bas. Maintenant, ici, on est 24, si je me trompe pas. Fait que, de toujours pouvoir continuer le travail de ces artistes coloristes-là, pour moi, ça m'inspire énormément. Mais juste en disant ça, ça fait que vous avez pratiquement doublé vos opérations. Oui. Donc, vous avez maintenant tout près de 50 employés, là, si on cumule les 2 salons ensemble. Moi, puis Élise, c'est ma partenaire, elle n'est pas là aujourd'hui, là, mais je veux dire, on est un bon duo, pour vrai. On est des bons fonceurs, puis on a la chance d'avoir là, maintenant une très grande équipe qu'on est derrière eux, sont derrière nous. On peut imaginer des gens qui travaillent dans une entreprise de cette proportion-là ou des gens qui peut-être nous regardent et qui sont propriétaires d'une entreprise de 30, 40, 50 employés. On peut imaginer ce que c'est en termes d'opération, de gestion, les frais fixes, bon, les vacances, les salaires, les ci, les ça, les maladies. Je veux dire, bon, ça fait partie de la vie, mais on vit avec ça. Ça devient... je comprends qu'on gère un salon de coiffure, mais... On gère une entreprise quand même de taille assez importante. Là. Ben absolument. Je veux dire, oui, c'est de la gestion d'employés. Moi, j'ai toujours fait ça. Élise, elle a un bac aussi en marketing. Moi, j'ai fait de la gestion depuis l'âge de 15 ans. Fait que la gestion, pour moi, j'adore ça. Le bien-être de chacun dans nos entreprises, c'est vraiment la première mission. Puis, de nos jours, en 2022, on va se dire d'avoir une entreprise avec 50 d'employés. Il faut être au goût du jour puis être à l'écoute de nos gens. Là. Bon, et cette dame-là, Guylaine Martel, quoi, elle était à vendre, elle voulait prendre sa retraite, ou bref, elle voulait le contexte? tranquillement prendre, excusez-moi de vous avoir interrompu, tranquillement vendre son salon. Elle est là pendant que son salon est encore super actif. Elle avait envie d'avoir 2 personnes, ou même 3 avec Jason, qui vont vraiment prendre la relève puis l'amener le salon à un niveau supérieur encore. Puis c'est vraiment notre objectif en ce moment. Bon. Et c'est quoi, justement, l'ambition que vous avez avec cette acquisition-là? Pourquoi vous achetez ça? Au-delà du fait qu'on l'aime bien, qu'on la reconnaît, tout ça, mais sur le plan affaires, pourquoi vous procédez à cette acquisition-là? Parce que c'est quelque chose qu'on avait en tête depuis un petit bout, d'élargir un peu notre territoire et puis Espace K devienne plus connu dans toutes les régions qu'on va bien, on ne connaît pas l'avenir où est-ce qu'on va avec ça, mais je veux dire, dans le sens d'être connu, puis que l'industrie, dans le fond, c'est un centre de beauté, mais c'est aussi l'expérience client. C'est vraiment notre mission parce qu'on sait que parfois, on va quelque part, puis on n'est peut-être pas reçu comme on voudrait nécessairement, mais c'est vraiment ça. On veut vraiment devenir la destination, le capillaire de ces 2 régions-là. Bon, est-ce que j'en déduis qu'il ne serait pas impossible un jour, dans quelques années, que vous achetiez un 3e, un 4e, un 5e salon? Est-ce que c'est encore dans vos ambitions même d'agrandir la famille? On ne connaît pas l'avenir. C'est sûr qu'on a encore beaucoup d'énergie, donc ça pourrait être une option. Présentement, il n'y a pas d'option, mais oui, on n'est pas fermé. En longtemps que tout le monde est en place, tout le monde va bien. On va commencer par celui-ci. Là. On est à peine 1 mois, mais on ne connaît pas dans les 3 prochaines années. C'est pas une industrie que je connais beaucoup, mais est-ce qu'il existe comme ça, bon, peut-être pas des conglomérats, mais des entreprises qui possèdent comme ça plusieurs salons sur un territoire élargi? Il y a des franchises de salons de coiffure. Nous, on ne veut pas devenir une franchise parce que je crois que chaque salon a son image, son identité. Donc,
tu sais, je veux dire, vraiment, c'est deux salons vraiment distincts. On a chacun nos expertises, chacun nos points forts. On est là avec la même marque, mais on ne fera pas qu'un. C'est pas ça notre objectif. Sans tomber dans la franchise, est-ce qu'il existe ailleurs au Québec des gens qui sont propriétaires de plusieurs salons? Je vous dirais que oui. Ça existe? Oui, ça existe. C'est plus dans les centres commerciaux, on les voit plus comme ça, ou ce que c'est plus des sans rendez-vous. Nous, on n'est pas dans ce cas-là. C'est assez rare qu'on ait des sans rendez-vous. On est vraiment sur rendez-vous avec les techniques de nos jours qui prennent beaucoup plus de temps qu'auparavablement. Mais on ne sait pas où ça va nous amener, là, tout okay. ça. En quoi la coiffure, les techniques, les produits, en quoi l'évolution de cette industrie-là fait qu'aujourd'hui, on est capable d'offrir des services qu'on ne pouvait peut-être pas offrir il y a 5, 10, 15, 20 ans à cette même clientèle-là? Qu'est-ce qui a changé dans l'industrie? Ce qui a changé, c'est que la consommatrice a souvent le besoin ou l'attente d'avoir dans l'immédiat. Mais un cheveu, on peut pas aller au-delà de sa capacité. Il faut respecter la santé du cheveu. Puis ça, c'est vraiment notre première mission. Auparavant, je crois qu'on faisait des colorations ou des techniques de décoloration qui paraissaient vraiment. Maintenant, de nos jours, on est dans le plus fluide, dans le plus naturel. C'est pas parce que c'est plus naturel que ça demande moins d'expertise. Au-delà de ça, ça prend de la formation. Il faut vraiment à l'éducation, c'est vraiment primordial chez nous, là, chez Espanska. Puis il faut vraiment aller chercher les nouvelles tendances pour avoir les techniques au goût du jour. Comparé à avant, on utilisait toujours la même technique. Ouais. La consommatrice veut changer aux saisons. On veut changer la coloration. L'hiver, c'est plus le blond que le blond l'été. Le cuivré à l'automne, c'est tout chez ça. C'est vraiment de suivre les saisons. Donc, la clientèle veut être à jour. Au goût du jour, oui. Au goût du jour, mais il faut que vous aussi, vous soyez toujours à jour. Absolument. Dans vos techniques et les produits. Absolument. T'sais, nous, chaque styliste ou coloriste ont minimum 12 formations par année. Ah oui. Pour vraiment aller chercher le maximum là, de connaissances pour pouvoir être... Bien, bravo pour cette acquisition. Donc, Salon Espanska de Saint-Jean-sur-Richelieu qui achète le Salon Guylaine Martel à Saint-Hilaire. Bonne chance à vous. Je vous remercie infiniment. Restez avec nous. On vous revient tout de suite après ceci. Salut, c'est Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. Frank, on invite les gens à écouter Sport Express à toutes les semaines. Tout à fait, le jeudi 19h et plusieurs fois en reprise, même la nuit, Alex. Puis même sur Internet, sur YouTube. Bien, bien sûr. Ne manquez pas ça. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. Pour vous procurer les livrets du Télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. Lancement de la véloroute gourmande, un axe cyclable de 235 km entre Montréal et l'Estrie et Sherbrooke, en passant bien sûr par ici, en Montérégie. Avec nous pour en parler, Dominique Provost, qui est directeur marketing communication à Tourisme Montérégie. Bonjour et bienvenue. Salut Eric, merci de me recevoir. C'est dans le fond une façon de faire, de travailler en collaboration avec différents territoires. C'est vraiment ça qui est beau de ce projet-là. C'est une mise en commun des forces, autant de notre région, la Montérégie, mais aussi de la région des Cantons de l'Est. Puis quand je parle de notre région, on parle aussi des MRC. Il y a vraiment eu beaucoup d'acteurs qui se sont mis en commun pour que ce projet-là voit le jour. Fait que c'est un peu dans la mouvance aussi, là, dans l'univers touristique. Il faut mettre nos forces en commune pour être capable de mettre sur pied des projets qui sont porteurs. Bon. Aussi, et le vélo est très, très, très porteur. C'est drôle parce que le vélo, il y a plusieurs années, on en parlait beaucoup. Mm-hmm. Il y a eu un temps où on en parlait un peu moins. On parlait plus, évidemment, d'agriculture, d'agrotourisme et tout ça. Absolument. Et là, on a l'impression, puis même quand on parle, je reçois beaucoup des gens de clubs cyclistes, l'impression qu'il y a une espèce de regain. Peut-être que la pandémie a fait quelque chose là-dedans aussi, probablement, mais il y a comme un regain à l'égard du vélo. C'est vraiment majeur. Puis il y a une étude qui était sortie en 2020 qui disait que c'est pratiquement un Québécois sur 2 qui fait du vélo. Puis on est pratiquement à 1 sur 10 qui font du cyclotourisme aussi.
Fait que c'est vraiment une mouvance. Puis tout ce qui est dans le développement durable au niveau touristique aussi, ça s'inscrit là-dedans. Fait que tout ça est comme un peu dans l'air du temps. Fait que pour nous, honnêtement, le timing était excellent pour ce projet-là, pour ce produit-là. C'était le moment idéal. Là. Parce que les gens aujourd'hui s'équipent beaucoup, achètent des vélos. Absolument. Il y a un engouement pour le vélo hybride ou électrique. Oui. Énormément. Ce qui rouvre un marché intéressant parce que quand vient le temps de se déplacer sur de plus longues distances, quelqu'un qui n'avait peut-être pas un vélo électrique, selon sa condition, aurait peut-être été moins tenté. Là, avec les vélos électriques qui se vendent comme des petits pains chauds, quand on s'inscrit dans un projet comme celui-là, il y a comme des parts de marché intéressantes à aller chercher. Absolument. Puis c'est vraiment dans ce qu'on veut développer aussi, parce que c'est sûr que c'est un projet en phase. Là, on est rendu à la phase de commercialisation, donc on fait le lancement officiel du projet. Mais c'est sûr qu'il y a des avenues qu'on explore déjà. Puis si on parle de l'électrification du réseau cyclable, bien, on veut installer plus de bornes sur ce réseau-là pour le rendre encore plus accessible, parce que le but, c'est vraiment de faire en sorte que les gens consomment les 4 tronçons de la véloroute gourmande qui part en fait de Montréal ou de la Rive-Sud par la Montérégie puis qui termine dans la région de Sherbrooke. Mais puis encore là, on veut aller plus loin que ça. C'est vraiment un projet ambitieux. Là, on veut travailler avec d'autres régions comme le centre du Québec pour peut-être même rejoindre Québec. Puis l'électrification passe aussi dans ce projet-là. Fait que c'est vraiment une belle collaboration touristique. Oui, puis si je ne me trompe pas, il y avait déjà eu aussi des approches, je pense, avec les Américains, un petit peu, l'État de New York, l'État du Vermont, où il y a là aussi un potentiel de développement. Mais donc, si on dit la véloroute gourmande, en chiffres, on disait tantôt 235 km de découverte, 81 sur des pistes cyclables et 60 sur une surface asphaltée. Ouais. Pourquoi c'est important d'aller là? En fait, c'est sûr, c'est au niveau de l'accessibilité. Ouais. Puis, tu sais, déjà en partant, quand le projet a commencé, ce qu'on s'est surtout rendu compte, de un, à la Montérégie, on est une des régions qui a le plus beau réseau cyclable, autant au niveau des pistes que des routes. Les cantons de l'Est, c'était aussi la même chose. Puis ce qui est le fun là-dedans, c'est que, tu sais, souvent, on parle des mordus d'asphalte, là, ceux qui font beaucoup de routes. C'est bon pour eux aussi, mais c'est accessible aussi pour toutes les clientèles, ceux qui font du vélo de façon plus occasionnelle, les familles aussi. Il y a vraiment quelque chose d'accessible, peu importe ce qu'on recherche dans le produit vélo. Ce produit-là va y correspondre. Puis au-delà de ça, ça permet aussi de faire en sorte qu'on peut facilement aller consommer les produits gourmands en amont ou en marge de la véloroute gourmande. Fait que c'est ça qui est le fun aussi avec le réseau qui nous rend ça possible avec la route verte aussi. Là. Donc, sur ce 235 km de découverte, on parle de 120 attraits gourmands à découvrir, une vingtaine d'activités, 25 attraits culturels à proximité et surtout 85 options d'hébergement. Parce que ça, c'est l'autre affaire. Si moi, je pars de Saint-Jean, puis je dis, mais je m'en vais à Sherbrooke, ça se peut que je ne fasse pas ça d'une journée. Là. Ça se peut que j'ai besoin de coucher en quelque part une fois ou deux à l'aller, au retour, puis ce qui va me permettre de découvrir aussi. Là. Donc, les options d'hébergement, je présume, ne sont pas très, très loin des pistes en soi. En fait, c'est vraiment au niveau de l'accessibilité par rapport à la piste. Les hébergements ont été sélectionnés de cette façon-là. Puis, effectivement, comme tu le mentionnes, ce qu'on veut, c'est que les gens prennent le temps de la faire à leur rythme. Il y en a qui vont le faire plus rapidement, mais si on veut découvrir aussi les attraits, les artisans qui sont tout le long de la route, il faut prendre le temps de le faire et donc il faut absolument coucher à certains endroits. Fait qu'il y a différents pôles d'hébergement qui sont plus importants. Saint-Jean en est un bon. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont partir de Montréal. Il y en a qui peuvent faire l'inverse, qui vont partir des cantons de l'Est pour descendre vers Montréal. Fait que Saint-Jean est un arrêt assez intéressant avec toute l'offre de restauration, les microbrasseries. Fait que c'est ce genre d'attrait-là, c'est ce genre de pôle-là qu'on crée autour d'un hébergement aussi. Là. On parle aussi d'un service de transport de bagages et de personnes. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est que quand on a réfléchi ce produit-là, il fallait réfléchir aussi dans les deux sens, c'est-à-dire les gens qui partent de Montréal doivent laisser leur véhicule parce qu'on parle à tous les Québécois. Là. C'est vraiment un produit qui est porteur provincialement. Donc, si quelqu'un vient se stationner à Montréal, part avec son vélo, bien naturellement, c'est pas tout le monde qui va vouloir refaire la route inverse. Et donc, le service de transport de bagages permettait de faire en sorte qu'on amène les bagages de point A à point B, puis de faire en sorte qu'on puisse ramener le tout vers le véhicule à la fin du périple de 4 jours, 5 jours, peu importe ce que les gens vont décider de faire. Là. Fait que c'était vraiment un complément. Là. Ça s'adresse à quel type de clientèle? C'est quoi le profil type là, d'une personne qui aurait de l'intérêt pour enfourcher son vélo, faire des centaines de kilomètres, aller découvrir, aller manger dans des restos, aller dormir dans des hébergements? Bref, c'est quoi le profil type? Je pense que ça s'adapte vraiment à qui on est. Je pense que juste d'être curieux de nature et d'être cycliste, là, on ne se le cachera pas, là, mais d'être curieux de nature, d'avoir
un désir de la découverte. C'est vraiment ça qui va faire en sorte que ça va diriger beaucoup les gens vers ce produit-là, parce qu'à la base, c'est un produit qui est hyper accessible. Il y a des tronçons qui sont plus sportifs, il y en a qui sont plus plats. Fait que c'est vraiment adaptatif selon les goûts et les désirs de tout le monde. Donc, le conseil à donner à quelqu'un qui dit « Ouais, j'aurais peut-être de l'intérêt, comment ça marche? » Disons, il se met à fouiller, il s'en va sur votre site web, il commence à regarder ça pour se faire un itinéraire, se faire un tracé, regarder ses possibilités. C'est quoi la meilleure approche, disons, pour aller chercher de l'info plus détaillée pour se préparer un itinéraire? Bien, c'est sûr que le site Véloroute Gourmande, c'est l'endroit où il faut aller principalement. Ce qui est intéressant de ça, c'est que non seulement on les a répartis par tronçon, il y a aussi les dénivelés. Fait qu'on sait déjà quel type de défi, parce qu'on sait aussi que c'est pas 100% des gens qui vont vouloir faire l'ensemble de la véloroute non plus. Il y a des gens qui vont arrêter à Saint-Jean, il y en a qui vont arrêter au pôle de Magog. Fait que c'est vraiment la façon la plus apte de se préparer à ce qui s'en vient vers nous, puis ce qu'on va découvrir aussi. Là. Bon, restons dans le domaine du vélo, parce que là, il y a le magazine cyclotouristique de la Montérégie. Oui. Donc, ça, c'est un nouvel outil qu'on va utiliser? Absolument. Dans le fond, à chaque année, nous, on produit un outil de planification pour les cyclotouristes là, qui présentait l'offre cycliste en Montérégie. Comme je mentionnais tantôt, là, c'est vraiment une des plus belles offres au Québec. Là, on y a apporté une petite touche plus inspirationnelle. Il y a des articles aussi, il y a des chroniqueurs qui sont là. Ce qu'on voulait, c'était non seulement d'offrir l'outil de planification, mais aussi l'outil qui va générer l'intention. Les gens ils vont pouvoir découvrir des produits. Puis, pour vrai, c'est vraiment un beau format. C'est super facile de le consulter. Donc, on est vraiment contents de ce produit-là. Donc, le vélo a la cote, si on veut, cette année. Absolument. Puis à ça, bien évidemment, on y met aussi le côté gourmand. Parlons aussi du passeport attrait Montérégie. Qu'est-ce que c'est au juste? En fait, le passeport attrait Montérégie, c'est une reprise d'un programme provincial qui existait dans les dernières années. Dans le fond, ce qu'on voulait faire, c'est à la suite de ce qu'on a vécu en pandémie, le gouvernement avait mis un programme pour aider les entreprises touristiques à générer des visites. Puis, suite à ça, nous, on est entré en contact avec nos milieux. On s'est rendu compte qu'il y avait vraiment une demande pour ce produit-là. Donc, c'est une façon, en réalité, de forfaitiser les produits montérégiens puis de faire en sorte de rendre ça hyper intéressant et accessible. Un petit exemple, en fait, c'est on travaille sur une formule où s'il y a 2 attraits dans un forfait, donc on donne 20 de rabais. Si c'est 3 attraits, c'est 30 et quand c'est 4 attraits, c'est 40 Fait qu'on va chercher des passeports qui reviennent à la moitié du coût réel d'une entrée régulière. Fait que c'est vraiment intéressant. Parce qu'on dit quoi? C'est plus de 40 passeports potentiels? Oui. C'est ça, en fait, c'est vraiment des entreprises de la Montérégie principalement qui se sont mis ensemble pour bâtir des forfaits. Fait qu'on pense à des Stromspa, à des Expo-Rail, à des vignobles, des Michel Jourdain de ce monde, des microbrasseries. Il y a vraiment de tout. Ils se sont mis ensemble, ils ont créé des passeports, des offres. Puis il y en a plus d'une quarantaine répartis sur l'ensemble de la Montérégie. Fait que peu importe où on veut aller, c'est hyper intéressant comme programme. Là. Et pour se les procurer, qu'est-ce qu'on fait? On communique directement avec Tourisme Montérégie? C'est une façon de faire. C'est sûr que sur le site web de Tourisme Montérégie, on a une section qui est entièrement dédiée au passeport attrait Montérégie. Puis c'est là où on peut consulter l'ensemble de l'offre et après ça, aller acheter les différents passeports sur les plateformes des partenaires. Puis ce qui est intéressant de le mentionner, c'est que le passeport en tant que tel, ce que ça vous donne, c'est une entrée pour chacun des partenaires à l'intérieur du passeport. Fait que c'est pas une formule qui est trop rigide. On peut acheter des billets puis les consommer à différents moments aussi. Fait que c'est là que ça devient vraiment intéressant. Mais dans le fond, c'est moi je dirais, de trouver un nouveau mode de voyage. Parce que, bon, là, les gens l'ont vu depuis 2 ans. Bon, le camping a la cote, le vélo a la cote. Les gens vont moins à l'étranger. Bon, là, oui, on peut y retourner, mais c'est pas encore tout le monde qui est à l'aise nécessairement à se déplacer. Il y a encore des mesures ou certaines contraintes. Mais l'autre chose aussi, c'est que ça a permis aux gens de découvrir que il peut y avoir des attraits parfois à côté de chez nous, mais il faut faire l'effort, il faut faire l'exercice d'aller chercher l'information, de voir ce qui est possible. C'est pas du vélo, c'est d'autres choses. Absolument. Mais pourtant, nos régions, notre région regorge de trucs qui peuvent nous occuper à faible coût. Absolument. Aussi. Parce que ça, c'est un autre enjeu. C'est pas tout le monde nécessairement qui a des milliers de dollars à mettre sur ses vacances dans l'année. Absolument. Puis, tu sais, ce qui est intéressant aussi de ça, c'est qu'on sait qu'il y a des locomotives dans la région, puis c'est même pour toutes les régions touristiques. Puis souvent, les gens connaissent ces attraits-là. Puis dans les passeports attraits, c'est souvent autour de ces attraits-là que ça a été bâti. Mais il y a d'autres plus petits partenaires qui sont là, qui méritent de vivre cette découverte-là. Puis le passeport permet ça. C'est qu'on est attiré par un Stromspa, un parc safari, mais après ça, on va découvrir une petite ferme,
ferme, un vignoble ou des choses comme ça qui vont, que naturellement, on n'aurait jamais été en contact avec cette entreprise-là. Puis c'est ça qui est intéressant aussi de ce programme-là. C'est pas tout le monde nécessairement qui a 3 semaines, un mois de vacances Absolument. durant l'été. Il y en a Absolument. qui ont des contraintes. Il y a des familles reconstituées. Des fois, on a les enfants, on n'a pas les enfants. Non, mais puis des fois, c'est la fin de semaine ou la semaine. Fait que c'est pas tout le monde qui a un horaire Facilement facile, ouais, adaptable. Donc ouais. là, au moins, on peut... Il y a toutes sortes de possibilités pour ne pas rester à la maison à se tourner les pouces. C'est vraiment ça le but, c'est de faire en sorte qu'on fasse sortir les gens encore, que le produit québécois puis montérégien surtout, là, c'est ça le projet là-dedans, soit encore à l'avant-plan de la saison touristique cette année encore. Là. C'est vraiment l'idée derrière le projet. Là. Donc, donnez-vous des idées de sortie. Allez voir les informations sur le site Internet de Tourisme Montérégie, entre autres pour le passeport attrait Montérégie. Il y a quelques instants, on vous parlait de vélo et bien sûr de cette véloroute gourmande qui peut vous donner également des idées. Puis l'autre intérêt aussi, c'est qu'on aura peut-être, qui sait, des gens de l'Estrie qui vont venir par chez nous, des gens de Montréal qui vont arrêter par chez nous. Donc, pour notre propre région, il y a un bénéfice. On va en profiter, absolument. C'est un win-win, comme on dit. Dominique, merci beaucoup. Merci. Restez avec nous. On vous revient tout de suite après ceci. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Salut, c'est Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. Frank, on invite les gens à écouter Sport Express à toutes les semaines. Tout à fait, le jeudi 19h et plusieurs fois en reprise, même la nuit, Alex. Puis même sur Internet, sur Oh, YouTube. bien, bien sûr. Ne manquez pas ça. Vous avez l'intention de cultiver vos petites affaires. Il y a de l'espace dans le centre-ville de Saint-Jean, dans le Vieux-Saint-Jean, pour avoir son jardin communautaire, son petit bout à soi. C'est géré, entre autres, par le Centre de femmes du Haut-Richelieu. Si vous désirez avoir de l'information ou s'inscrire, vous avez les informations à l'écran pour contacter les gens du Centre de femmes. À demain. Bye-bye.